donc vous proposez la première liaison aérienne entre la France et Madagascar. C'est accessible, tout le monde le voit? Ouais. Qui a eu lieu donc fin 1926, début 1927. Alors l'idée, c'était de relier plus rapidement la métropole aux colonies, parce que le domaine colonial français était extrêmement vaste, mais au sortir de la Grande Guerre, la France avait des liaisons très distantes avec son domaine. Notamment, il fallait un bon mois, un petit peu moins d'un mois, pour rejoindre Tananarive ou Brazzaville par le bateau. Or, l'avion avait montré son efficacité pendant la guerre. Il en restait pas mal d'exemplaires qui ont été grandement perfectionnés et qui permettaient de ramener le trajet à 10 ou 12 jours si tout se passait bien. Ce sont donc les militaires qui vont défricher les routes aériennes. Alors, tout était à faire. Il fallait tester l'endurance des avions, bien sûr. L'intérêt des nouveaux instruments de navigation, cartographier les zones à survoler, identifier les points d'atterrissage à équiper, créer les infrastructures, car il fallait de nombreuses étapes, le rayon d'action des aéroplanes étant relativement réduit. Alors, pour aller à Tananarive, 4 routes étaient possibles. Alors, la première route consistait à passer par l'ouest et les plans d'eau. Donc, le Sénégal, et puis donc toute la traversée du centre de l'Afrique jusqu'à Madagascar. Mais c'était long, encore très mal équipé dans les années 20. Ce sera pourtant l'itinéraire que nous allons suivre de Bernard Guilbault. Alors, une autre possibilité, c'était de passer par le centre. Alors, le centre, c'était l'Algérie, puis le Sahara, le Mali, Tchad, Centrafrique, le Congo belge, les domaines anglais de Rhodésie et de Mozambique. C'est la voie qui sera explorée par Dagneau et qui sera pratiquement retenue jusqu'à l'aéronautique moderne, avec des petites variantes pour la traversée du Congo belge, tant par les lignes futures Air Afrique que Sabena. Autre possibilité, c'était de passer par le Moyen-Est. Donc là, c'était la Libye, puis les domaines anglais en descendant par l'Égypte, la vallée du Nil et les Grands Lacs, jusqu'à Broken Hill, qui est le nœud de circulation aérienne qui sera retenu, et ce sera la ligne anglaise des Imperial Airways. Et puis, dernière possibilité, c'était de passer par la Cyrénaïque, la Tripolitaine, l'Est africain, Somalie, et le troisième raid de Goulette en 1931 suivra cet itinéraire. Pour la petite histoire, aujourd'hui, on passe par-dessus l'Italie, le long de la côte d'Almat, jusqu'ici. On redescend grosso modo la vallée du Nil jusqu'à Nairobi. Avec un peu de chance, le lendemain matin, on survole le magnifique Kilimandjaro et puis on rejoint Madagascar. Aujourd'hui, évidemment, en un seul vol, sans escale. Alors, la route de Madagascar est explorée partiellement, ou du moins un bout de la route, au début de 1925 par 2 équipages de l'armée de l'air sur un Blériot 115 à moteur hispano de 180 chevaux. Il y avait le Roland Garros qui était piloté par le colonel de Goïs et le Jean Casal qui était piloté par le lieutenant-colonel Vuillemin, mais avec également le capitaine Dagneau, dont l'activité aéronautique sera absolument décisive par la suite. Alors ça c'est une carte postale trafiquée, bien entendu. La plupart des prises d'avions de ce genre sont des photocompositions. Là, c'était le Roland Garros censé être au-dessus de Colomb-Béchard.
Mais l'aéronavale n'est pas en reste. Et elle teste aussi le survol des mers vers le Proche-Orient. Et nous avons par exemple un vol qui a été fait par le lieutenant de vaisseau Paris, associé au maître principal Bougot que nous avons trouvé dans notre aventure et qui allait vers le Liban puis la Syrie. Alors donc, premier vol a été fait de Berre jusqu'à Tananarive, du 12 octobre 1926 au 4 décembre 1926, sur près de 15 000 km. Alors, les rameurs de l'aéronavale se sont jetés à l'eau les premiers. Ils ont ouvert la voie, grillant la politesse aux pilotes de l'armée de l'air qui pensaient bien inaugurer en premier la liaison jusqu'à Madagascar. Et en 1926, 2 hydravions sont équipés pour rejoindre Madagascar par les plans d'eau. Le tracé était établi par le capitaine de vaisseau de la Borde avec la Société de géographie. Le premier appareil est un CAMS 37 Grand Raid, équipé d'un moteur Lorraine de 450 chevaux, piloté par le lieutenant de vaisseau René Guilbault, qui était le chef de la mission, et le maître principal Bougot, qui était mécanicien. Ces hydravions ont été construits en 360 exemplaires à partir de 1926 par les chantiers aéromaritimes de la Seine, donc CAMS. Ils étaient assez performants, 190 km de vitesse maximale, 4500 mètres de plafond, un poids raisonnable, mais qui avait été augmenté pour ce raid à 3300 kg. Le modèle Grand Raid a été construit en un seul exemplaire pour Guilbault. Bel appareil. Les spécialistes pourront commenter plus finement que moi. Alors, le lieutenant de vaisseau Marc Bernard, lui, était assisté du premier maître Garat, pilote mécanicien, et il était aux commandes d'un Lioré Olivier H194. Donc, il est ici sur la photo, à côté de son pilote mécanicien. Le Léo H194 était un aménagement, également en un seul exemplaire, pour le lieutenant de vaisseau Bernard. C'était un moteur Jupiter, 420 chevaux, un petit peu moins puissant que le CAMS du chef de mission Guilbault. Si je ne vais pas assez vite, vous me le dites, si je vais trop vite également. Alors pour commémorer ce périple, qui était un pari ambitieux, puisque évidemment ça n'avait jamais été fait, les marins ont emporté des plis, cartes et lettres, la plupart du temps auto-adressés, beaucoup pour Guilbault d'ailleurs, qui seront complaisamment oblitérés aux escales de manière à suivre l'avancement du raid. On connaît par exemple au moins 8 plis qui ont été signés par Bernard et Bougot. Alors, on les remarque parce qu'ils portent au verso une griffe spéciale violette sur 2 lignes, voyage aérien France-Madagascar, et qui sont aux escales. Oblitérés par donc là l'aviation maritime au départ de Berre et ici le gouvernement du Sénégal à l'arrivée à Saint-Louis. Première étape, Berre-Tanger, 1450 km. Départ le 12 octobre 1926. Les 2 hydravions doivent pas se quitter, ils doivent voler de conserve. Ils quittent l'étang de Berre près de Marseille pour leur première et longue étape. Voilà la première carte postale, on la trouve en quelques exemplaires. Donc, partie de Berre pour Tanger chérifien. Alors, Tanger avait à l'époque un statut particulier depuis 1925. C'était en fait un statut international avec un conseil d'administration composé de Français, d'Espagnols, d'Anglais, d'Allemands, je crois, et de Marocains. Tanger, c'est l'antique Tingis, qui était l'épouse d'un titan, selon la littérature antique, et une ville qui est aujourd'hui l'un des ports les plus dynamiques, sinon le plus dynamique de toute la Méditerranée. La deuxième étape était plus courte, 300 km, il fallait aller à Casablanca, c'était le 13 octobre, après avoir longé la côte marocaine, survol de Rabat, et
les avions se posent à Casablanca pour une courte étape. Donc là, cette lettre qui est partie de Casablanca pour Las Palmas, qui sera l'étape suivante. Casablanca est une assez ancienne ville, c'était l'Anfa, qui veut dire colline en berbère, qui est devenue Casablanca, la Maison Blanche, sous l'influence des Espagnols, mais qui, au moins pour la ville européenne, a été complètement modelée par Lyautey, enfin sous la mandature de Lyautey, qui a confié l'aménagement de la Médina, là c'est la ville indigène, la Médina, à l'architecte Auguste Cadet. Le Bousbir, qui est cité ici, c'était le quartier dit réservé aux activités que vous devinez. De Casablanca, on passe à Las Palmas, en 100 km plus loin. C'est aux Canaries. Voilà une carte également qui est partie de Casablanca pour arriver à Las Palmas, toujours avec le tampon voyage aérien France-Madagascar. Alors, marine à Casablanca, parce qu'en fait, sur toute la partie maritime, les hydravions étaient escortés par des bâtiments de guerre, des bâtiments de la marine, ou des paquebots de ligne. Las Palmas, c'est une ancienne palmeraie. C'était une ville déjà d'une certaine importance à l'époque. Elle comptait 80 000 habitants. Il y en a 4 fois plus aujourd'hui et encore beaucoup plus l'été. De Las Palmas, on passe à Port-Étienne, en Mauritanie d'aujourd'hui. Les appareils ont longé donc, sans trop de problème le Rio de Oro. Ils se sont posés dans la baie de Nouadhibou aujourd'hui, le 17 octobre. C'est une ville qui, de même que Casablanca, de même que Tanger, avait un terrain d'atterrissage qui était utilisé par les avions de l'aéropostale. Là, l'accompagnement maritime a été fait par l'aviso La Suip, qui était commandé par le capitaine de corvette Vassal. Cette partie du voyage s'est faite relativement sans encombre et le 28 octobre 26, les deux équipages arrivent à Saint-Louis du Sénégal après une étape moyenne et ils s'arrêtent quelques jours pour se reposer et pour préparer les étapes à venir parce que là, le survol de la mer est fini, on va commencer à attaquer le continent le long des cours d'eau et ce sont des étapes qui doivent être évidemment planifiées avec beaucoup de soin. Nous avons ici une lettre qui est adressée donc de Port-Étienne pour la France. C'est un pli qui a été transporté par Guilbeault. Saint-Louis était alors la capitale du Sénégal, depuis le début d'ailleurs de la présence européenne. C'est pas loin, pour la petite histoire de Saint-Louis, que s'était échoué un radeau de la frégate La Méduse qui transportait le nouveau gouverneur de France au Sénégal. Et le 21, après quelques petits problèmes de démarreur, ça commence un peu, notamment sur le Lioré-Olivier, les hydravions rejoignent Kayes en suivant le fleuve Sénégal. Alors je vais vous donner désormais non, pas encore. Donc le 22, après Kayes, on va jusqu'à Bamako, au Mali. Et là, il y a 250 km de terre à survoler, donc sans secours possible si jamais il y a un problème. Et le Léo continue à donner quelques sérieux signes de faiblesse avec le culbuteur. Ils ont peu de temps pour se reposer parce qu'il fait chaud et le soir, les mouches, des sables, puis ensuite les moustiques les dévorent de toutes parts. Ça, c'est une carte donc, qui est partie de Saint-Louis le 20 octobre pour Bamako. Au verso, que je ne vous ai pas présenté ici, il y avait une
toujours la même griffe. Autre carte de Bamako pour Saint-Louis. C'est une assez jolie carte de chameau sur le quai d'embarquement. Cette carte, elle est Bamako, oui, qui signifie, j'ai vu ça sur Wikipédia, hein, ma science doit beaucoup à Wikipédia, qui signifierait marigot du crocodile, car il y a 3 petits marigots qui convergent vers Bamako. Aujourd'hui, c'est la capitale du Mali. À l'époque, c'était dans le Soudan français. Malade, le mécanicien Gara est remplacé par le premier maître Poignant. Et il y a un petit décalage dans les photos, je ne sais pas, entre le nom. Elles mettent du temps à s'afficher, vous également? C'est fait exprès. Ah bon, d'accord. C'est fait exprès. Il y a une animation qui est temporisée et qui permet d'amener la carte un peu plus. Ah, d'accord. Je pensais que c'était la ligne. De même que les. Oui, ce qu'il y a de bien avec PowerPoint, c'est qu'on peut temporiser, faire arriver les choses par le haut, par le bas, le milieu, plus lentement, etc. Donc là, vous avez, ça arrive en un coup, la liaison jusqu'à Bamako, puisque nous sommes à Bamako. Et départ de Bamako le 27, en suivant le Niger par d'abord Ségou. Vous voyez, Ségou. Vous avez vu la petite avancée? Oui. Je vous la remontre, voilà. Oui. Ensuite, là, il faut s'arrêter pour passer la nuit. Toujours le culbuteur qui fait des problèmes et qui est coincé sur le Léo. À Tombouctou, la ville va être survolée jusqu'à Gao. Tombouctou, sur la boucle du Niger, et 360 km plus loin, Gao, le 29, qui est une ville située à un carrefour fluvial sur le Niger et le carrefour caravanier qui traverse tout le Sahara. Il y avait à l'époque des jardins cultivés dans le lit même du fleuve, dont Bernard, dans son ouvrage, parle avec un certain intérêt. Après survol de Niamey, toujours sur le Niger, on atteint Gaïa le 30. Cette photo est justement tirée de l'ouvrage qu'a écrit dès l'année 1927 le lieutenant de vaisseau Bernard pour relater tout son périple, et vous le devinez, pas mal des informations qui sont là ou des anecdotes sont tirées de son ouvrage. Le Léo donc est posé à Gaïa sur le Niger. Le livre s'appelle « En hydravion au-dessus du continent noir ». Après Gaïa, on quitte la zone française pour entamer la traversée de la zone anglaise au Nigeria. Alors, Bernard s'était plaint depuis quelques jours que son moteur posait des problèmes. Et Guilbault lui avait dit moi, mon CAMS, il tourne comme une horloge, donc vos problèmes sont ennuyeux, mais j'espère que moi, je ne vais pas payer en une fois tout ce que vous aurez payé en détail. C'était malheureusement prémonitoire, puisque le 1er novembre, le CAMS quitte Djeba, mais doit se poser d'urgence sur le fleuve Niger au Nigeria, à 40 km de Lokoja. Alors, Lokoja s'écrit parfois avec un D, parfois sans. Moteur cassé. Et là, ce n'est pas juste une petite panne, c'est un sinistre définitif. Donc, Bernard va chercher du secours à Lokoja, mais le calme s'étant irréparable, il faudra le faire remorquer jusqu'à la ville par un bateau à aube. Voilà donc une carte ici de Bamako pour Lokoja, le 4 novembre 26, la ville étant située au confluent du Niger
et de la Benoué. La Benoué qui part quasiment à angle droit vers l'est. Alors, grand seigneur, Bougo demande à Bernard de continuer le périple tout seul, puisqu'il sait qu'il va devoir rester immobilisé pendant un temps indéterminé. Et il lui donne comme mécanicien son premier maître Bougo, qui est plus aguerri, puisque, on l'a vu précédemment, il avait déjà effectué un raid important sur le Proche-Orient. C'est pas Guilbeault que tu aurais dû écrire à la place de Bougo, le premier grand seigneur. C'est Bougo peut-être, et Guilbeault là. Et Guilbeault, tout à fait. Guilbeault, tout à fait. Guilbeault demande à Bernard de continuer le périple seul. C'est la slide 16. Qui demande donc Bougo, plus aguerri, continue le périple. C'est d'ailleurs assez curieux parce que dans le livre de Bernard, finalement, on entend très peu parler de Guilbeault, et on le verra un petit peu plus tard, c'est en fait le grand oublié de ce raid. Alors ensuite, je reviens, donc nous sommes arrivés jusqu'à Lokoja. De Lokoja, on va aller jusqu'à Garoua, sur le fleuve Benoué, sur la rivière Benoué. Donc le 3 novembre, après avoir suivi la Benoué, on arrive à Garoua le 3. Alors Garoua, c'est au nord Cameroun. Des feux, on se doute dans la région qu'un hydravion va arriver, puisqu'on en a entendu parler. Donc ça fait un mois que des feux sont allumés sur ce qui sert de camp de piste d'atterrissage ou d'amérissage. Mais ils ne savaient pas très bien quel jour le tandem arrivera. L'arrêt est un peu prolongé pour que Bougo se familiarise avec le moteur Jupiter, puisque lui, oui, c'est bien ça, puisqu'il travaillait précédemment sur un moteur Lorraine. Alors là, ils assistent à une cavalcade de tous les chefs coutumiers de la région qui sont venus saluer le gouverneur, lequel gouverneur n'était pas du tout prévenu de l'arrivée des pilotes, très surpris, alors que toutes ces fêtes étaient en son honneur, de voir ces deux pilotes. C'est une zone, une partie de ma famille a travaillé assez longtemps à Garoua, c'est une zone très marquée par les coutumes. Et quand le président du Cameroun venait à Garoua, il ne manquait pas d'aller se prosterner devant le grand chef coutumier du coin. Voilà l'atterrissage, l'amérissage, la pose du Léo sur la Benoué à Garoua, également tiré de l'ouvrage de Marc Bernard. On continue. Après Garoua, le 6 novembre, on redécolle de manière assez sportive parce que le fleuve est assez remuant. On longe le Chari jusqu'à Fort-Archambault, qui est ici. Mais des ennuis de moteur les contraignent à se poser sur le Chari et à passer la nuit dans l'appareil. La nuit suivante, le 7, il se pose finalement à Bangui, qui est une ville de création relativement récente, fin du 19e, sur la rive droite du fleuve Ubangui. De l'autre côté, on est au Congo. Et des rapides se trouvent un tout petit peu en amont de Bangui, qui est la limite de navigabilité du fleuve. Et c'est un petit peu en aval que nos deux pilotes se sont posés.
Ils repartent de là le 10, après avoir dû alléger l'hydravion pour pouvoir décoller en toute sécurité. Mais ils sont plus seulement 2, mais 3, parce qu'une petite panthère de 2 ans leur a été offerte comme mascotte. Cette panthère s'avérant très agressive, en ayant mordu plusieurs fois le malheureux Bougo. Agressive, mais quand même très affectueuse malgré tout, on le verra un peu plus loin. Donc, le fleuve Congo que Bernard décrit comme une mer d'eau dans une mer d'arbres est abordé donc à Lissala, au Congo belge à l'époque, au bout de 600 km de vol. Alors, les Belges, très gentils, d'une manière générale d'ailleurs, que ce soit les Belges, les Portugais, les Anglais, ont été absolument merveilleux tout au long de ce périple, réservant un accueil extraordinaire à nos deux raideurs. Mais ils n'étaient pas prévenus de l'arrivée et ils ne savaient pas comment ravitailler l'avion, pensant qu'il marchait à une essence particulière. Mais comme Léo fonctionnait à l'essence normale, c'est avec de l'essence de voiture qu'ils ont pu faire le ravitaillement et repartir. De Lissala, on file vers Stanleyville. Décollage le 11 novembre. Et là, l'hydravion est pris dans une violente tornade et il doit rebrousser chemin et revenir pratiquement à quelques kilomètres de Lissala, incapable de pouvoir aller plus loin. La pluie ne cesse que le lendemain midi, les magnétos sont mouillés, ne permettent pas de repartir et la nuit tombe. Et en s'arrêtant, en ramenant l'avion vers la rive, il s'empale sur une carcasse de balénière métallique qu'il n'avait pas vue. L'eau rentre à flot, heureusement, pas assez pour couler l'avion. Le temps que tout sèche, l'hydravion repart le 13 pour la grande cité de Stanleyville, qui est Sangani aujourd'hui, en parcourant les 360 km en 3 heures. On leur fait un excellent accueil, on veut même les retenir, mais pressés, déjà retardés par des problèmes matériels et aussi par le temps, la météo, et ils repartiront dès le lendemain. Et le lendemain, on le verra sur la carte suivante, car là nous avons une carte donc de Bangui du 8 novembre, affranchi au Bangui-Chari pour Stanleyville. Peu après Stanleyville, Bernard et Bougo passent l'équateur. Alors évidemment, ils se baptisent mutuellement, c'est le passage de la ligne. Puis ils se ravitaillent à Kindu et continuent leur vol au-dessus de la grande forêt. Ils passent les portes d'enfer, ça c'est quelque chose que je ne connaissais pas, mais il semble qu'il y ait quelques kilomètres pendant lesquels le Congo disparaît, rentre sous terre. Et surgit quelques kilomètres plus loin dans une large nappe d'eau tranquille. Ça doit être effectivement relativement impressionnant. Quittant le Congo, ils bifurquent sur l'est, vers Albertville, où ils arrivent à la nuit tombante le 14 novembre, après une longue étape. Voici une carte, une lettre, toujours avec ce tampon voyage aérien France-Madagascar qui était adressé que je retrouve précisément, Stanleyville pour Bangui en sens retour. Elle est signée Bernard et Bougo. Alors je ne sais pas si elle est signée Bernard et Bougo ou si c'est la mention au crayon du vendeur ou du collectionneur. Je ne pense pas que ce soit sa signature, ça. Hein. Non, sa signature, on la verra un peu plus loin, elle Ah, n'était pas comme ça. Ça c'est une mention oui. d'un vendeur. Oui. En général, on a coutume de ne pas gommer ce qui est écrit sur… Oui, absolument.
C'est comme en numismatique, on ne nettoie jamais les monnaies. Alors après Albertville, c'est Kituta et Fort Johnson en passant les Grands Lacs. Le départ d'Albertville a lieu le 15. Pour Kituta, où est prévu un ravitaillement, il faut dire que le Tanganyika fait plus de 1000 km de long. L'hydravion survole le lac jusqu'à Kituta. En fait, l'essence est stockée un petit peu en dehors de la ville. Ils sont perdus au milieu de rien du tout. Et puis tout d'un coup, débarque un géant anglais qui demande à un boy de servir du thé. Ce sont les mystères de l'Afrique. La nuit n'est pas réparatrice parce que le lendemain, Bougo se réveille en ayant mal partout et il soulève la paille du lit et il s'aperçoit qu'en fait, il dormait sur de la tôle ondulée. J'imagine que ça ne va pas être très confortable. L'étape suivante est assez longue, 850 km, et longeant le lac Malawi, les pilotes touchent Fort Johnston, presque à bout de carburant parce que pour éviter d'être pris dans des turbulences alors qu'on est à 2000 mètres d'altitude, ils ont fait un grand détour par l'ouest. Ils sont dignement accueillis à bord du navire la Gwendolen, qui est le plus grand bâtiment amarré sur le lac. Un bâtiment anglais, évidemment, où ils reçoivent un accueil très chaleureux du capitaine et des équipes anglaises. Cette carte, elle, est d'Albertville pour directement Majunga, où on arrivera un peu plus tard. Fort Johnston, on quitte le domaine britannique, voilà, on quitte le domaine britannique pour rentrer en territoire portugais. On est passé des territoires contrôlés par la France, territoires anglais, puis belge, puis à nouveau anglais, et maintenant on rentre chez les Portugais. De Fort Johnston, on descend le Zambèze, qui est remonté jusqu'à Quelimane. Là, accueil somptueux de la part des Portugais, coups de canon, tirs de fusil, dîner de gala, mais une grande frayeur parce que l'avion devait être remorqué jusqu'au quai et le remorqueur étant trop faible, a été pris par le courant, de même que l'hydravion. Et aux commandes de l'appareil, Bernard a eu toutes les peines du monde à éviter une collision avec les nombreux bateaux qui s'y trouvaient. Finalement, plus de peur que de mal. Et le lendemain, on repart en direction de Mozambique, qui est en fait une petite île à une encablure de la côte. Là aussi, accueil chaleureux avec une Marseillaise vibrante. Au dîner de gala chez le gouverneur, Bougo, tellement fatigué, se décommande et Bernard avait pris la précaution de demander à sa voisine de lui donner des coups de coude s'il s'endormait, ce qu'elle fit, semble-t-il, à plusieurs reprises. On veut les retenir, mais ils ont hâte de rejoindre enfin Madagascar, qui n'est pas très loin, puisqu'il reste que ça à faire pour arriver à Majunga. Et Majunga, c'est le lendemain 21 novembre 1926. L'appareil traverse le canal de Mozambique pour 600 km. Bernard et Bougo en profitent pour déboucher les bouteilles de whisky qu'ils avaient achetées à Fort Johnston et coupés d'eau, disent-ils, ils fêtent dignement l'arrivée à Majunga, où ils s'amarrent à une bouée dans la rade. Alors la ville est blanche de monde, blanche parce que la plupart des Malgaches portent des longues toges, des lambas, qui sont généralement de couleur blanche. C'est la première liaison aérienne France-Madagascar. Il aurait fallu 40 jours pour relier l'étang de Berre à Majunga, qui était le but du voyage. Et normalement,
Ils auraient dû repartir, après avoir réparé, ils auraient dû repartir de Majunga vers la France. Mais, après 3 jours de fêtes, de réception, de chasse à la pintade, dans la brousse, Bernard abat un caïman de 6 mètres. Dans la grande forêt malgache, j'ai vu la dépouille d'un caïman de 6 mètres, un tout petit peu plus de 6 mètres, qui avait été abattu. C'est très, très, très impressionnant, un caïman de 6 mètres. Oui, ça fait un sacré engin, ouais. C'est gigantesque, je vous assure, ça fait peur. Donc voilà l'accueil chaleureux qu'on leur fait à Majunga, bien sûr. Ils reçoivent une pépite en or et ils arrivent à se débarrasser de leur petite panthère qui est confiée à une Européenne de Majunga, très gentiment, chargée de s'occuper de la petite peste. Mais Bernard ne nous dit rien sur la suite. On ne sait pas comment la panthère a réagi une fois grandie. Les Indiens de la ville leur offrent de superbes tapis qui sont ramenés en France par le Roland Garros, des messageries maritimes. Majunga est une ville très cosmopolite qui a été peuplée d'abord par des Arabes venus du Yémen. Et il y a eu une grande arrivée d'Indiens venant du Gujarat pour la plus grande partie, des chiites qui se sont installés à Nossi Bé et à Majunga. Et 100 ans après, la plupart des grandes familles indiennes de Madagascar descendent qui sont toujours chiites, descendent de ces premiers arrivants. Donc Majunga était l'étape finale. Néanmoins, il était difficile de résister aux pressions du gouverneur général de Madagascar. Et sur autorisation du ministère de l'Air, l'hydravion, dûment réparé, mais avec le même moteur, s'est posé ensuite le 4 décembre 1926 sur une petite réserve d'eau, un petit lac, le lac de Manjusez, qui se trouve un petit peu au sud de Tananarive et qui est à 1300 mètres d'altitude. Et voilà l'arrivée devant une foule considérable, blanche, vous voyez, à Tananarive. Alors, il y a une anecdote qui est assez intéressante, c'est que de Majunga à Majunga se jette dans l'océan une rivière, enfin un grand fleuve, pardon, la baie de Sibuk, qui a un grand affluent, l'Ikup, qui passe à Tananarive. Et à peu près au confluent, nos pilotes étaient perdus, ils ne savaient plus très bien où ils étaient. Il faut dire que le survol des hauts plateaux malgaches est assez déroutant parce qu'il y a très peu de points de repère et les collines se reproduisent presque à l'infini. Alors ils se sont posés et ils ont demandé leur chemin à des passants. Et finalement, ils étaient sur la bonne route. Alors Tananarive, ça c'est une carte de Tananarive qui n'est pas tout à fait contemporaine parce que le monument aux morts a été commencé en 1924, mais terminé quelques années après. C'est un monument aux morts, d'ailleurs, qui est commun à tous les morts de la Grande Guerre, qu'ils soient français ou malgaches. Pour ceux qui connaissent Patananarive, vous avez donc le lac Anous, qui est dans la ville basse, et quelques centaines de mètres plus haut, ce qu'on appelle le Rouve, avec le palais du Premier ministre, de l'ancien Premier ministre, et le palais de la Reine. Nous sommes ici là vraiment au cœur de Tananarive. Tananarive est donc à 1300 mètres d'altitude, et ça se sent. Il n'y fait jamais très très chaud. Et ce lac est au milieu de la ville ou bien non? Il est à peu près au milieu il est relativement petit.
Il est en contrebas du palais de la Reine. Il y avait une petite île qui servait de lieu de villégiature pour la Reine et où se donnaient, avant l'érection de ce monument, des fêtes et des danses, locales. D'ailleurs, la construction de ce monument aux morts a donné lieu à de très grandes polémiques. Mais là, au niveau du lac Anous, on est dans la ville basse. En fait, Tananarive est sur 3 étages. L'étage du Rouve, un étage intermédiaire où se trouve une bonne partie des services administratifs, et puis la ville basse. D'accord. Alors voilà donc une carte, il n'y en a pas beaucoup, qui sont, celle-ci reprend le voyage aller. Celle-ci reprend le voyage aller de Berre jusqu'à Tananarive. Alors vous avez donc le départ à Berre. Là, c'est la vraie signature de Bernard Egungo. Et donc, je vous refais le chemin. Tanger, Casar, Las Palmas, Fort-Étienne, Saint-Louis, Bamako, Ségou, Gao. Alors là, j'arrive pas à voir parce qu'il y a. Là, c'est Garoua. 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 Ensuite, Fort-Archambault, Bangui, Stanleyville, Albertville, Kélimane, Mozambique et Majanga. Et puis ensuite, Tananarive. Donc là, on a les étapes complètes. Il en manque une, en fait, que l'on trouve dans une autre carte. C'est Gaïa. Il se trouve sur cette lettre, mais pas sur la précédente. Sur cette lettre, d'ailleurs, le premier maître Bougo est généreusement qualifié de commandant. Donc voilà, l'allée. Est-ce qu'il y a des questions à ce stade? Alors, ne perdons pas le rythme. Allons directement au retour. Tananarive Paris, 7 décembre 26, 14 janvier 27. 12 420 km, un petit peu moins que pour l'aller. Le voyage de retour, il se fait en grande partie selon le même itinéraire jusqu'au Grand Lac africain. Nous avons d'abord Tananarive-Majanga, juste le temps de fêter dignement leur exploit, et le tandem repart le 7 décembre pour Majanga. Alors depuis le lac Itache, c'est un lac, alors ça n'est pas un cratère volcanique, en fait c'est une rivière qui a été barrée par des coulées de lave et qui a constitué un lac. C'est un endroit absolument magnifique. D'ailleurs, cette photo, c'est une de mes photos qui est en couleur et que j'ai mise en noir et blanc pour rester dans le style de cet exposé. Je vais assez régulièrement au lac Itache, c'est un endroit que j'aime beaucoup. En fait, c'était difficile de redécoller à plein depuis Tananarive, donc par route, une bonne partie du matériel a été dirigé vers le lac Itache, d'où ils ont pu redécoller tranquillement. Parce qu'il est plus bas, c'est ça? C'est parce qu'il est plus bas au point de vue altitude, ou bien donc quelle est la raison? Non, c'est parce qu'il fait 35 km². Ah oui. C'est parce qu'il est beaucoup plus long. En fait, il est tout en longueur, d'ailleurs, le lac Itache. Et là, il pouvait redécoller en toute sécurité, alors que ça aurait été beaucoup trop court depuis Tananarive. D'accord. Ou alors, ça aurait été possible depuis Tananarive, mais allégé. Bah,
ils ont en fait redécollé de Tananarive, mais très allégé. Ils ont récupéré le reste de la charge au lac Itas. D'accord. Donc ensuite, ils sont partis vers Majunga, qui a été survolé entièrement pour remercier la population. Et ils s'y sont arrêtés 2 jours pour effectuer d'ultimes réparations et préparatifs. Alors Majunga est célèbre, entre autres, pour son baobab. C'est un gigantesque baobab qui a au moins 800 ans et qui fait 21 mètres de circonférence. Vous voyez, il y a un militaire qui est là. Ça vous donne une idée de la grandeur du baobab. Il existe toujours? Toujours, toujours. D'accord. Il existe toujours. Il est protégé par une rambarde pour éviter ne serait-ce que des voitures l'endommagent. Il y a 7 variétés de baobab dans le monde. On en trouve une seule dans toute l'Afrique et à Madagascar, il y a les 7 variétés. D'accord. Alors on dit que le baobab était tellement fier que les dieux l'ont retourné et l'ont planté en laissant ses racines en l'air. Alors je vous ai dit, on fait le trajet en sens inverse, Majunga, Mozambique. Dès le 10 décembre, on repart vers Mozambique. Alors le Bagdad des messageries maritimes, qui est également filé vers Mozambique, avait été retardé de 24 heures pour escorter l'hydravion. Et en passant au-dessus, Bernard griffonne quelques mots de remerciement sur une petite planchette de bois qu'il arrive à jeter sur le bateau. C'est assez sportif comme procédé. L'équipage atteint ensuite l'île de Mozambique sans encombre et remet un courrier au consul de France qui apposera son cachet sur une bonne partie des autres plis qui ont été remis. Donc là, nous sommes partis de Majunga le 10 décembre et le 11, on était à Mozambique. Puis, de Mozambique, on va sur Quelimane, vraiment sens inverse. L'équipage décide d'échouer l'appareil pour vérifier la coque, mais il manque de rester collé dans la boue de la rade. Le lendemain, il remonte jusqu'à Fort Johnston, où il retrouve la Gwendolen et le même accueil chaleureux des Britanniques. Et après une réparation de la fausse-quille, on repart avec un peu de retard, parce que toujours les magnétos qui posent problème, et on est obligé d'atterrir à Kituta, alors que l'étape prévue était Albertville. Le lendemain, donc, on continue jusqu'à Albertville. Alors ensuite, d'Albertville, on va bifurquer complètement pour partir sur Mwanza, Kisumu et remonter toute la vallée du Nil. Donc on a d'abord une mauvaise nouvelle, c'est que Guilbault, qui est toujours coincé à Lokoja, n'a pas encore réparé et il n'y a pas de jonction possible. Donc, le Léo continue son chemin et il va bifurquer vers l'est pour aller à Mwanza. Ensuite, à Mwanza, d'ailleurs, le postier, le postmaster britannique lui demande gentiment de transporter le courrier, mais il y a de nombreux sacs et c'est beaucoup trop lourd. Et Bernard décline poliment. Néanmoins, il semble avoir pris quelques plis dont on verra une photocopie un peu plus loin. Alors, sur le lac Victoria,
De l'autre côté du lac Victoria se trouve la ville de Kisumu, qui est atteinte après une courte étape de 350 km. Là, impossible de décoller, il faut réparer la coque et il faut changer des pièces de bois. Alors Bernard, qui est un peu ingénieur aussi, puisque tous ses officiers sont issus de l'école navale, dessine sur plan les pièces qui sont à réparer. Mais l'anglais chef de chantier n'a pas l'air content du tout. L'ouvrier hindou est dubitatif. Bernard insiste. Et finalement, pour être tranquille, déjà principe de précaution, le chef de chantier anglais demande une décharge pour le cas où les plans de Bernard se seraient révélés défectueux. Ensuite, on part, et là, on va remonter tout au nord pour une étape de 800 km au-dessus des terres vers Mongala sur le Nil. Après un ravitaillement un peu avant, où est attendu l'aviateur suisse Mittelholzer qui fait le trajet en sens inverse. D'ailleurs, il n'est pas impossible que Bernard ait pris un petit peu de l'essence qui était prévue pour le Suisse. Puis on remonte le Nil. Donc départ de Mongala le 24 décembre, on approche de Noël, pour une étape longue de 850 km le long du Nil Blanc, mais à Malakal, c'est-à-dire assez près de Fashoda, de triste mémoire pour les Français. Une mauvaise nouvelle encore attend l'équipe. Il y a un réservoir qui s'est crevé. L'essence s'est répandue dans l'habitacle et c'est absolument irrespirable. Alors, une réparation de fortune de Bougou, qui s'est révélé être un mécanicien hors pair, permet de repartir tant bien que mal. Ils se transmettent le manche régulièrement parce qu'on ne peut pas rester au poste de pilotage trop longtemps, toujours à cause des vapeurs d'essence. Et arrivé donc à Khartoum, le jour de Noël. Dongola sur le Nil est prévu pour l'étape suivante, mais des vents contraires forçaient l'équipage à s'arrêter à Karimba pour y passer la nuit du 26. Alors du coup, il n'y a plus besoin de s'arrêter à Dongola, si ce n'est pour faire le plein. L'étape qui était prévue à Wadi Alpha est brûlée et on arrive directement à Aswan le 27 et il loge Gros Seigneur à l'Old Cataract. Alors, l'Old Cataract est célèbre pour les romans d'Agatha Christie. C'est un hôtel absolument magnifique, suranné. On s'attend à chaque coin de couloir à croiser Hercule Poirot. Le lendemain, ils vont dans un très beau palace également, magnifique palace avec des jardins somptueux à Luxor. Mais là, ils ne s'arrêtent pas parce que la ville est en effervescence. On vient juste de découvrir le site de Toutankhamon que Bernard écrit Toutankhamon, comme je vous l'ai mis là. La ville est pavoisée pour la visite du roi d'Égypte qui doit arriver le lendemain. Et donc, pour éviter toute cette foule, les pilotes se sauvent rapidement sans même avoir visité les magnifiques palais et temples de Luxor. Et le 29, ils sont à Aboukir. Après avoir survolé les pyramides, et ils ont croisé en vol une escadrille anglaise qui ne les a pas vus. Fin de l'Afrique, on aborde le retour vers le
vers la France. La base anglaise d'Aboukir n'est pas équipée pour des hydravions, mais le Léo peut y être remis en état pendant 6 jours, où les pilotes se consacrent essentiellement au sommeil. Ils en sortent pour saluer le ministre de l'Air anglais qui est venu inaugurer la ligne anglaise des Indes et qui veut bien serrer la main à Bernard en lui faisant remarquer que le moteur Jupiter est un moteur anglais. Mais Bernard lui répond qu'il a été fabriqué en France. Donc le temps est également mis à profit pour organiser l'escorte d'Aviso qui accompagnera l'hydravion pendant toute la traversée de la Méditerranée. Et le 6 janvier 1927, on repart vers la Crète, où il sera escorté par le Mont Mirail. Les pilotes redécouvrent le vent, le froid, on est en janvier, et apprécient le punch qui leur est servi par l'Aviso Baccarat. Le 7, ils doivent aller à Athènes, mais la météo les force à contourner le Péloponnèse et à amérir à Argostoli. Les mécaniciens de Bizerte qui sont à bord de l'Aviso Calais pour la première fois s'occupent des tâches de ravitaillement que l'équipage avait fait depuis presque 3 mois. Et on rentre à la maison. Finalement, pas question de s'arrêter à Malte. On brûle l'étape de Malte et on va directement sur Tunis. Malheureusement, les vents sont contraires, la distance est très longue et l'hydravion n'a pas les moyens d'atteindre la base de Bizerte. Il doit se poser une trentaine ou quarantaine de kilomètres plus tôt à La Marsa. La Marsa, c'est une très très jolie station balnéaire qui a le grand avantage d'être à l'ouest de Tunis. Et comme les vents sont d'ouest, on évite, comme à Tunis, le souffle du vent au-dessus de la lagune de Tunis qui provoque assez souvent des odeurs assez désagréables. À la Marsa, ce n'est pas le cas. Et Bernard téléphone tout de suite à la base de Bizerte et avant qu'il ait pu se présenter, on lui dit « Est-ce que vous avez des nouvelles de l'hydravion Bernard ?» Car ils avaient perdu le contact et ils ne savaient plus où il était. Toilettage de l'appareil et décollage le 12 janvier pour Berre. On rentre à la maison. Accueil militaire, mais très chaleureux. Fin du voyage, du moins pas complètement. De même qu'arrivé à Tananarive, on avait demandé aux pilotes de pousser de Majinga jusqu'à Tananarive. De même, arrivé à Berre, on leur a demandé de pousser jusqu'à Paris. Vous avez là une carte, une lettre partielle du retour, partielle parce qu'il manque de très nombreuses étapes, mais vous avez quand même les étapes donc de Mozambique, Quelimane, Fort Johnston, Albertville, Mwanza, Luxor, Aboukir et Berre. Une deuxième avec les mêmes oblitérations et les mêmes oublis. Alors donc, le voyage Berre Tananarive aura couvert 26 000 km. Il aura duré 3 mois. Mais pour marquer l'événement, on demande de pousser jusqu'à Paris et l'hydravion se pose donc sur le 17 janvier 1927 sur la Seine, entre le pont de Suresnes et la passerelle de Saint-Cloud, à hauteur, vous voyez, à hauteur de Blériot Aéronautique. Il existe toujours ce building, je crois. Hein, je crois, Blériot Aéronautique. Oui, il a été démoli. C'était démoli celui-là? Il ne restait plus que le mur avec Blériot marqué dessus. Oui, parce que je crois
Je ne sais pas où ils l'ont emmené maintenant. D'accord. Parce que là, c'est à côté de chez Dassault et tout ça Ouais. s'est reconstruit. C'était à côté de chez Dassault, oui. Et le mur où il y avait marqué Blériot, il est resté longtemps, mais je ne sais pas où il est maintenant. Photo historique. Les Ouais. pilotes sont accueillis par... Je peux juste te poser une question. L'enveloppe qu'il y a avant, là, il y a marqué ministre de l'Air, Laurent, bon, c'est Laurent Hénac, mais il n'y avait pas de ministère de l'Air à l'époque. où est-ce que l'est mis le ministère de l'Air? Juste l'enveloppe qu'il y avait avant, juste avant cette photo-là, je crois. La lettre qui part au ministre de l'Air. Quoi lettre hein? Monsieur le commandant Laurent, ministère de l'Air. Elle date de 1926, la photo. Le ministère de l'Air a été créé en 28, je pense. Bon. C'est une excellente remarque. Je vous avoue que je ne sais pas quoi répondre. Sauf que la lettre semble authentique. Hein, et, Ouais. elle est partie de Majinga le 9 décembre 1926. Et Laurent Elle est arrivée jusqu'à Berre. Non, mais peut-être. Non, mais je surprends. C'était quoi alors, si ce n'était pas le ministère de l'Air, c'était un secrétariat de l'Air? C'était le secrétariat, c'était Laurent Hénac qui était secrétaire d'État à l'Air du ministère des Transports. Bon, Il a été créé en 28. On appelle toujours les secrétaires d'État, on les dit Monsieur le ministre, ça les flatte. Hein. Monsieur le ministre. Oui. Vous savez, de même que Bougot avait été gratifié de commandant, il est possible que le secrétaire d'État ait été baptisé. Les gens étaient partisans de la création du ministère de l'Air à l'époque, mais il n'existait pas. Alors, vous voyez, il y a un deuxième truc qui est curieux, c'est que vous avez, sur tous ces plis qui ont été ramenés par Bernard et Bougot, le cachet du consul de France à Mozambique. Alors, pardonnez-moi, Monsieur Montoret, pardonnez-moi, on dirait sur le tampon, là, sur le timbre à date, on dirait le 9 décembre 1928. Non, c'est 26. Ouais, bon, c'est assez. Ouais, d'accord. Non, c'est 26. Non. Non. Hop, non, hop. Ouais, c'est. Oui, si c'est un 6. Oui, c'est 6. D'accord. C'est un 6 bien fermé, mais c'est quand même un 6. C'est bien fermé. Hein. Et il est vraisemblable donc que ces plis, de même qu'il avait reçu le pli qui lui était destiné, le consul de France à Mozambique a dû mettre son tampon sur tous les courriers que Bernard a menés en France. Donc, on a vu l'arrivée. Là c'est le ministre de la Marine, parce qu'il y avait bien un ministre pour la Marine, Monsieur Georges Legge. Oui. Et voilà Bernard, voilà Bougot. C'est lequel, Georges Legge, celui avec le haut de forme? Je pense, oui. Là, c'est Bernard et là, c'est Bougot. Oui, c'est ça, oui. Alors, Bernard a reçu le... Alors, là, je suis un peu confus parce que, selon les biographies, il a reçu soit la croix d'officier de la Légion d'honneur, soit simplement le grade de chevalier de la Légion d'honneur, parce qu'il semble qu'il n'ait jamais eu la croix d'officier de la Légion d'honneur. Par contre, dans plusieurs ouvrages, on voit croix d'officier de la Légion d'honneur. Vous savez, il suffit d'aller sur la base Léonore. Il y a une base qui s'appelle Léonore, où vous avez tous les récipiendaires de la Légion d'honneur, enfin presque tous, il y en a certains qui n'y sont pas. Et donc là, ça permet de vérifier ce qu'il a eu comme grade, effectivement. Je crois bien que c'était chevalier de la Légion d'honneur. Et vous pouvez chercher aussi sur le journal officiel. Ouais. Vous allez sur le journal officiel de 26 ou 27, vous allez le trouver. Alors, c'est un complément à faire. J'ai acheté un œil sur la base Léonore.
quant au maître principal, Georges Bougot, lui, il a été promu officier des équipages, puisque dans la marine, on est officier si on sort de l'école navale. Alors, je vois que le temps a tourné. On continue avec Guy Rapin ou... Oui, allez-y. Enfin, si tout le monde est disponible. Oui, pour moi, c'est bien. Alors, on continue avec Guy On va Rapin. compléter le sujet. Hein. Parce que quand même, les pauvres, c'est pas leur faute si le moteur a lâché. C'est un moteur français, là, non? Oui, c'est un moteur normal. Et ils ont quand même fait un beau périple, malgré tout, puisque donc depuis le 1er novembre 26, René Guilbault est bloqué à Lokoja, au Nigeria, en raison de la casse du moteur Lorraine de son CAMS. Enfin, le premier maître mécanicien Rapin arrive avec un nouveau moteur, mais aussi, malheureusement pour eux, avec des nouvelles instructions ministérielles. On leur dit que, bon, puisque la liaison avec Madagascar est réussie, et peut-être parce qu'on veut éviter que la deuxième marche moins bien, on leur dit rentrez en France par les Grands Lacs et la vallée du Nil, à peu près l'itinéraire que l'on vient de voir pour Bernard et Bougot. Ils ont suivi effectivement le même chemin de Berre jusqu'à Lokoja. Et puis de Lokoja, ils vont faire à peu près le même trajet jusqu'à Albertville et remonter également avec une petite variante en passant par Beyrouth et la Turquie. Je vais vous détailler ça rapidement. Donc c'est une immense déception évidemment. Néanmoins, Guilbault sera promu le mois suivant capitaine de corvette. Bougot qui avait 10 ans de plus que Bernard. L'équipage donc suit le cours de la Benoué jusqu'à Garoua. Et il boucle les 700 km de Lokoja à Yola, près de Garoua, le 20 janvier 1927. Puis, Fort Archambault, on a une lettre qu'ils ont envoyée donc, de Fort Archambault vers Bangui, pardon, des bêtises, vers Brest, via alors, Fort Archambault, 23 janvier 27. Timbré à 50 centimes, avec surcharge au Bangui-Chari, affranchissement complémentaire à l'escale d'Alexandrie du 15 février. Mention manuscrite ici, transporté par l'hydravion du lieutenant de vaisseau Guilbault. Alors donc cette lettre, très curieusement, donc ils l'ont gardée dans leur hydravion. Elle a ensuite été vraisemblablement donc postée réellement à Alexandrie. Le deuxième est également de Fort Archambault pour Paris, via Bangui cette fois-ci. Et on a au verso, qui n'est pas présenté ici, l'arrivée à Paris le 10 mars 1927. Dire souvent, on a comme destinataire M. Henri Courteau, hein, on le retrouve sur plusieurs lettres. Oui, qui était officier de première classe des équipages, voilà. Au ministère de la Marine cette fois-ci. Le 23 janvier, il se pose à Bangui, où là, une lettre est adressée à M. Pata, ou plutôt c'est M. Pata qui est au poste à Bangui, qui s'envoie une carte philatélique, une lettre philatélique à Saint-Raphaël, où elle arrive le 7 mars.
Oblitérée au départ, la lettre a été conservée par l'équipage jusqu'à destination. Tiens, un truc que j'ai oublié d'enlever. Nous sommes sur la... C'est quelle page celle-ci? 45. Le 27, ils atteignent le fleuve Congo à Lissala, qu'on avait déjà vu chez nos amis Bernard et Guilbault. Bernard et Bougo, par contre. On confond souvent. Ils font escale à Kindu, avant de rejoindre Stanleyville, puis Albertville. Là encore, il y a M. Courteau qui avait préparé ses plis. Absolument. D'Albertville, donc, il bifurque là aussi vers Mwanza. Et on a deux courriers de Mwanza. Albertville, Mwanza, Albertville, Mwanza. Toujours Courteau. Et c'est là qu'on trouve, donc c'est une photocopie qui m'a été transmise par M. Petit. C'est un pli de Mwanza pour Londres. Il y a un timbre à 15 cents du Tanganyika qui a été annulé par la mention « By French Seaplane Guilbault ». Et au passage à Saint-Raphaël, un timbre Pasteur à 1 franc 50 a été rajouté et oblitéré à la date du 8 mars. Et je ne sais pas quand la lettre est arrivée. Donc ça, c'est une des lettres que le postmaster de Mwanza avait réussi à faire transporter par Guilbault. Il a dû faire la même chose avec Guilbault qu'il avait fait avec Bernard. Personne ne sait où est l'original de cette lettre par hasard. Oui, elle a été vendue récemment chez Argyll and Etkin. Ah bon? Mais je ne sais pas qui l'a acquérie. Ah ben, ça serait bien d'avoir... Elle a été vendue pour 440 livres. Ah bon? Ce qui n'est pas excessif. C'est pas exagéré. C'est pas exagéré. Ça serait intéressant d'essayer de trouver... le scan. Ou le scan, du moins. J'ai un scan en couleur. Ah! Ça serait sympa si vous pouvez l'envoyer à M. Monterrey qu'il le rajoutera. Quand vous me passez son adresse courriel, je pourrai lui l'envoyer. D'accord. Ainsi que d'autres plis que je pourrais lui envoyer et d'autres informations concernant les nombres de plis ou cartes postales que j'ai retrouvées jusqu'à présent. Ah, avec grand plaisir. Volontiers, ben je vous donnerai les éléments pour vous mettre en contact réciproquement, parce que l'objectif de cette présentation, c'est ensuite de la mettre sur le site Internet pour que ça soit, disons, un document qui peut être considéré comme document de référence sur ce RAID important. Excellent. Je vous transmettrai à tous deux vos coordonnées réciproques. Voilà. Oui, oui. Avec plaisir. Merci bien. On arrive à la fin. Donc, voilà une carte à peu près complète du retour, enfin du périple de Guilbault et Rapin. Nous avons le départ donc, de Berre le 11 octobre 1910. Au verso, nous avons les 10 cachets d'escale entre Tanger et Lokoja, avant 26. Et puis nous avons le retour de Lokoja, le 19 janvier 27.
pour la suite du périple, puisque nous avons eu, je passe sur Bangui, Lissala, Kindu, Albertville et Mwanza, comme étape non signalée, Jinja, Malacca, Dongola. Dongola. On va enlever. Et là c'est le retour Luxor, Alexandrie, Beyrouth. qui est en Turquie, Istanbul, Argostoli, Malte et Saint-Raphaël. Vous voyez, c'est carrément une lettre philatélique, hein, à faire viser par la poste aux escales. Mais c'est quand même un souvenir assez extraordinaire. Je vais bien obligé d'en convenir. 48, il faut que je modifie aussi. Et bien voilà, donc le Léo de Bernard s'est brillamment comporté tout au long du périple. Mais après réparation, le Camps de Bourgo, trop retardé, a dû rentrer au port. C'est encore une faute, c'est Guilbeau. Guilbeau a dû rentrer au port sans avoir touché Madagascar. Seule demeure donc véritablement la mémoire du raid de Bernard et Bourgo, commémoré en 1967 par un timbre de la poste malgache. Mais à vrai dire, à Madagascar, on ne se souvient pas beaucoup de ce raid parce que l'itinéraire a été sans lendemain, trop long, trop complexe. En fait, les avions de l'armée de l'air ont pris rapidement et définitivement leur revanche, puisque à peine quelques semaines après, le commandant Dagneau a effectué la première liaison France-Madagascar du 28 novembre au 10 février 27. Et celle-ci est beaucoup plus souvent commémorée sur place à Madagascar. On parle de Dagneau, beaucoup moins de Bernard et beaucoup. Alors donc les illustrations, voilà, je passe parce que ça vous pourrez le regarder. Petite notice biographique, donc René Guilbeau était né en Vendée en 1890, il était rentré à l'école navale en 1909, lieutenant de vaisseau en 19, donc il avait 10 ans de plus que Bernard, et il était le chef de l'expédition. Néanmoins, on ne lui en a pas trop voulu, puisqu'il a été promu capitaine de corvette un mois après, et qu'il a d'ailleurs été appelé, je crois, comme au ministère de l'Air. Il a été appelé par le ministre Leygue. En juin 1928, il a été invité à participer aux recherches de l'équipage du dirigeable italien d'Umberto Nobili qui s'était perdu dans le Grand Nord. Il est parti à bord d'un Latam 47 en compagnie de 3 Français, de l'explorateur polaire Amundsen et d'un autre Norvégien, mais on n'a jamais retrouvé la trace de l'aéronef, si ce n'est quelques débris plus tard en mer de Barents. Et l'équipage ne fut jamais retrouvé. À titre posthume, Guilbeau fut promu capitaine de frégate. Et il y a eu un laté, je crois, 302, si je ne me trompe, Monsieur Bergeau, qui a porté le nom Guilbeau, non? 302 Je crois. Oui, dans l'aéronautique militaire, oui. Oui, c'était un hydravion militaire, le 302, oui. Oui, voilà. Donc Fauché en pleine… Et c'était pas le ministère de l'Air, c'était le ministère de la Marine, Leygue. De la Marine, oui, pardon. Il a été appelé au ministère de la Marine, tout à fait. Il y avait l'aviation maritime et l'aviation militaire séparée, quoi. Oui, des colonies. Oui.
l'un de mes grands-pères a été radio dans l'aéronaval. Et Marc Bernard, lui, il est né le 3 mars 99, ancien élève de l'école navale également. Il a poursuivi sa carrière militaire après le raid. Dans sa biographie, on voit décoration de la Croix de guerre, mais en 1939. Et il est mort à Bergerac le 16 août 1960. Et là, on le voit tout heureux avec… alors, ceux qui d'ailleurs connaissent les insignes de la Légion d'honneur pourront nous dire si c'est officier ou chevalier. Ben ça, c'est officier, ça. Et officier Ça, avec c'est la officier rosette. sans aucun doute. Voilà. Oui. C'est bien ce qui me semblait, c'est une rosette d'officier. Donc, il a bien été promu officier de la Légion d'honneur. Puisque ça c'est une photo qui a été prise à son arrivée à Suresnes. Et puis, j'ai mis quelques annexes avec l'itinéraire aller, l'itinéraire retour, les plis qui étaient connus, mais que monsieur pourra compléter utilement. Et, oui, Monsieur Van der Hagen, vous êtes, si vous avez des éléments pour corriger éventuellement les nombres de plis, ça serait… dans l'annexe, ça serait sympathique. C'est un document chez… Je ne manquerai pas. Pardon? Je ne manquerai pas de les fournir. D'accord. Merci par avance. Voilà donc la fin de cette présentation. Je vous remercie. Ben, c'est nous qui vous remercions, Monsieur Bonterret. C'était une superbe présentation. Un vrai cours de géographie au passage. C'est l'occasion d'améliorer ses connaissances géographiques et c'est un superbe raid. Alors, je vais arrêter l'enregistrement et puis je verrai après si